Bien, bonjour. J'aurais vraiment aimé être parmi vous aujourd'hui à Épinal et tout était prévu pour ma venue. Mais il se trouve que j'ai fait quelques imprudences sportives et que me voilà alité et puis contraint à l'immobilité. Donc, j'ai souhaité néanmoins être parmi vous grâce à la visio, sans pour autant renoncer à un travail coopératif parce qu'il me serait apparu particulièrement bizarre, étrange, étonnant de vous faire un espèce de cours magistral sur la coopération sans que nous soyons en mesure sur place d'expérimenter et d'observer ce que c'est que la coopération, quels sont ses enjeux, comment ça fonctionne et de quoi nous devons nous méfier pour organiser une coopération authentique. Je vous propose maintenant de quelques réflexions plus globales. Je pense que vous voyez le diaporama que je vous ai préparé. J'ai envoyé ce diaporama, donc je crois qu'on pourra vous le diffuser. Ne prenez pas systématiquement tout en note dans la mesure où vous l'aurez à disposition. En introduction, alors, j'ai un petit problème de démarrage du diaporama, mais ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'une situation de coopération? On va dire, et ça va nous servir de définition provisoire, qu'une situation de coopération dans le domaine pédagogique, nous pourrons tout à l'heure éventuellement regarder ce qui se passe dans le domaine industriel, une coopérative d'artisans par exemple, mais dans le domaine pédagogique, une situation de coopération est une situation où l'implication de chacun et de chacune permet la réussite de tous, mais aussi, et c'est la réciprocité importante, où la réussite de toutes et tous permet le progrès de chacun. Et je pense qu'il faut avoir en tête que la coopération, c'est l'un et l'autre. C'est pas simplement le fait que chacun fait réussir l'ensemble, c'est aussi le fait que l'ensemble fait progresser chacun. Et il faut bien avoir cela en tête, ne serait-ce que pour distinguer la coopération de la collaboration, par exemple. La collaboration qui peut exister entre l'ouvrier, le contremaître et l'ingénieur. Hein. Si vous avez en tête le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, il y a une collaboration entre le contremaître qui surveille l'atelier et puis l'ouvrier qui fait les gestes robotisés qui lui sont imposés. Mais dans cette collaboration, ils collaborent ensemble à une œuvre commune, hein, ils fabriquent quelque chose ensemble, mais ce sont des personnes qui ont des fonctions et des statuts différents et hiérarchisés, et l'objectif n'est pas que chacun progresse. L'objectif, c'est simplement que chacun contribue à la réussite de tous. Donc, si je reviens en arrière, vous voyez bien que dans la situation de collaboration, la situation où l'ouvrier collabore avec le contremaître, eh bien, l'implication de chacun permet la réussite de tous. Hein, le contremaître s'implique, l'ouvrier s'implique, mais l'inverse n'est pas vrai. La réussite de tous ne permet pas le progrès de chacune et de chacun, puisque l'ouvrier va être assigné à effectuer les mêmes gestes robotisés pendant la totalité de son temps de travail. Donc, la coopération se distingue de la collaboration par ce fait fondamental qu'on vise ensemble le même but, mais qu'en visant ensemble ce même but, on fait progresser chacune et chacun et on contribue ainsi à son émancipation. Donc la coopération, ça n'est pas la collaboration, ça n'est pas non plus ce qu'on appelle souvent la co-construction. Vous savez, on dit on a co-construit ce programme, on a co-construit ce projet. La co-construction, ça implique des personnes ou des institutions dans la réalisation d'un projet. Hein. On va dire, ces collègues enseignants ont co-construit un projet avec les animateurs et les associations de parents d'élèves pour le périscolaire, mais cette co-construction, elle a pour objectif d'avoir, au bout du compte, l'adhésion de chaque participant sans souci de leur progression. Il ne s'agit pas de faire progresser chacune et chacun en même temps. Il s'agit en général d'avoir un projet auquel tout le monde puisse adhérer, puisque tout le monde y aura contribué. Mais contribuer en progressant, on n'en sait rien. Hein, donc, ce qu'on appelle souvent la co-construction, c'est d'ailleurs une expression dont je me méfie pour ma part beaucoup, ce qu'on appelle souvent la co-construction n'est pas d'emblée et systématiquement la coopération. La coopération à l'école,
telle que la pédagogie freinée la propose, telle que les pédagogues la proposent, c'est en même temps une méthode d'apprentissage et une formation citoyenne. Dans la collaboration, comme dans la co-construction, il n'y a pas un projet de formation citoyenne et il n'y a pas toujours et systématiquement un projet d'apprentissage. Dans la collaboration, l'ouvrier qui est réduit à effectuer des gestes stéréotypés, on n'a aucune envie qu'il apprenne quoi que ce soit. On peut même dire qu'il a été prolétarisé. Vous savez que Karl Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Il a expliqué que les ouvriers avaient été prolétarisés par l'apparition de la machine-outil. Quand la machine-outil est arrivée dans les fabriques, quand les fabriques sont devenues des usines, eh bien, on a acheté des machines-outils qui coûtaient extrêmement cher. Il fallait les rentabiliser. Pour cela, eh bien, on a mis l'ouvrier au service de la machine. Ça a été les 3-8, 3 x 8, 24. Et on a, dit Karl Marx, siphonné l'intelligence de l'ouvrier pour en faire un serviteur de la machine. C'est la prolétarisation. Quand une personne est au service d'une machine et non pas la machine au service de la personne, eh bien, la personne est prolétarisée. On pourra en reparler, si vous voulez, au cours du débat. C'est une des questions que pose en particulier l'émergence aujourd'hui de l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, mais aussi les autres didacticiels, logiciels d'intelligence artificielle générative, qui risquent bien de prolétariser les individus. Alors, j'en viens maintenant au plan des remarques que je veux vous proposer. Vous allez voir que c'est un plan particulièrement simple, puisque je vais regrouper mes remarques en deux parties. Coopérer pourquoi, coopérer comment. Alors, coopérer pourquoi d'abord. Je vais énumérer un certain nombre de fonctions de la coopération. La première fonction, c'est une fonction symbolique. Alors, je ne dis pas la première en termes hiérarchiques, toutes ces fonctions sont solidaires. Il n'y a pas une hiérarchie qui ferait que celle-ci soit plus importante que les autres. Mais c'est la première parce que c'est celle qui va, à mon avis, d'emblée saisir le collectif. C'est découvrir une règle que les sociologues ont mis à jour depuis bien longtemps, mais qui est en fait un élément fondamental de la socialité humaine, découvrir que le tout est plus que la somme des parties. Quand nous nous réunissons et que nous sommes 4 à travailler, eh bien, c'est pas simplement 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 4. Et 4, c'est mieux que chacun additionné à l'autre. Découvrir que le tout est plus que la somme des parties, c'est vrai dans tous les domaines et c'est en particulièrement vrai dans le domaine humain. Deuxième élément, et élément tout à fait fondamental, c'est la fonction de la coopération en termes de psychologie cognitive. Le troisième élément, mais ne vous en faites pas, je vais les préciser, c'est la fonction pédagogique. Le quatrième, c'est la fonction sociale. Et le cinquième, la fonction politique. Alors, reprenons maintenant à la fonction psychologique. Pourquoi c'est si important de coopérer? Parce que dans la coopération, on va accéder à un certain nombre de principes fondamentaux de la construction de l'intelligence. En coopérant, eh bien, on va être obligé de se faire comprendre de l'autre. Se faire comprendre de l'autre, c'est le principe d'intelligibilité. C'est un des éléments fondamentaux de l'émergence de la personne et de la construction de la pensée. Apprendre à se faire comprendre de l'autre, c'est quelque chose que le tout petit enfant va devoir faire dès son arrivée dans le monde, et c'est quelque chose que nous devrons faire tout au long de notre vie. Se faire comprendre de l'autre parce que l'autre n'est pas nécessairement réceptif, qu'il n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde que moi, qu'il ne met pas nécessairement les mêmes choses derrière les mêmes mots. Se faire comprendre de l'autre est une exigence de la communication, c'est une exigence de la progression individuelle, mais aussi de la socialité. Et c'est une fonction essentielle en matière de psychologie cognitive. Deuxième fonction, se mettre à la place de l'autre. Parce que pour se faire comprendre de l'autre, il faut comprendre en quoi l'autre peut ne pas comprendre. Et là, nous touchons le fameux principe pointé par Piaget, le grand psychologue genevois, qui est le principe de décentration. Quand je parle à quelqu'un, je dois à la fois être celui qui parle et celui qui, d'une certaine manière, entend ce que moi-même je dis. Là, je suis en train de vous parler
Et en vous parlant, quoique je ne vous vois pas, et c'est extrêmement frustrant, je me dis, est-ce que ce que je suis en train d'expliquer va être compris? Je me mets en position d'être le récepteur de ma propre parole. Le principe de décentration qui est constitutif de la construction de l'intelligence, c'est un principe qui consiste à être à la fois soi et l'autre. Et c'est un principe que nous autres enseignants, nous connaissons bien. Quand nous parlons devant une classe, eh bien, on est à la fois celui qui parle, mais aussi on se met à la place de l'élève. On se dit qu'est-ce qu'il comprend de ce que je dis? Est-ce qu'il s'ennuie? Est-ce qu'au contraire, ça va trop vite? Je dois toujours être dans cette situation où je suis moi et en même temps, je suis l'autre parce que l'autre, quand je l'intériorise, me permet d'être plus précis dans ma communication avec lui. Et la coopération permet cela, permet de former cela. Elle permet aussi, et dans le prolongement, de former un troisième principe qui est le principe de déstabilisation. Pour communiquer correctement et pour échanger, pour aller au-delà de la juxtaposition des personnes, pour comprendre précisément, et c'était la fonction symbolique que j'évoquais tout à l'heure, que le tout est plus que la somme des parties, eh bien, il faut douter de soi. C'est le principe de déstabilisation. Il faut accepter d'être déstabilisé par l'autre. L'autre ne comprend pas. L'autre me dit c'est pas ça, je suis pas d'accord. Accepter cette déstabilisation, c'est-à-dire accepter de se remettre en question, c'est quelque chose de fondamental pour la progression d'un sujet. Et puis, quatrième et dernière fonction en matière de psychologie cognitive, c'est l'intégration des points de vue d'autrui aux siens. C'est ce que Piaget appelle le principe de coordination. Et je vous projette là une citation de Piaget dans l'ouvrage qui réunit un certain nombre de ses textes pédagogiques, c'est l'ouvrage de la pédagogie, paru en 1997, qui dit que chacun, sans sortir de son point de vue et sans chercher à supprimer les croyances et sentiments qui font de lui un homme en chair et en os. Nous sommes tous des êtres en chair et en os avec une histoire particulière. On est chacun attaché, dit Piaget, à une portion bien délimitée et bien vivante de l'univers, et bien que chacun apprenne à se situer parmi l'ensemble des autres hommes, que chacun tienne ainsi à sa perspective propre. Il n'est pas question de tuer la singularité, comme à la seule qu'il connaisse de l'intérieur. Et oui, on ne connaît pas les autres de l'intérieur. La seule perspective qu'on connaît de l'intérieur, c'est la nôtre. Mais que chacun comprenne l'existence des autres perspectives. Que chacun comprenne surtout que la vérité en toute chose ne se rencontre jamais toute faite, mais s'élabore péniblement grâce à la coordination même de ces perspectives. Donc vous voyez là à quel point l'échange, et un échange dont nous verrons tout à l'heure qu'il implique des conditions particulières, est nécessaire pour sortir de ce que les psychologues appellent l'égocentrisme initial, le narcissisme enfantin, comme dira Freud, c'est-à-dire le fait de s'enfermer dans soi et de non seulement ne croire plus qu'en soi-même, mais abolir en quelque sorte les autres. Et cela m'amène à la fonction pédagogique. Alors, vous voyez, là, j'ai évoqué la fonction psychologique de la coopération. Principe d'intelligibilité, principe de décentration, principe de déstabilisation, principe de coordination. Et déjà, ça nous éclaire sur ce qu'il nous faut observer dans un groupe. Est-ce que dans un groupe qui coopère, chacun cherche bien à se faire comprendre de l'autre? Est-ce que dans un groupe qui coopère, chacun accepte de se mettre à la place de l'autre? Est-ce que dans un groupe qui coopère, chacun accepte de douter de soi? Est-ce que dans un groupe qui coopère, chacun accepte d'intégrer les points de vue d'autrui? Dans la pédagogie freinée, par exemple, il y a une pratique que vous connaissez peut-être qui est la pratique du conseil. Le conseil est une instance coopérative. On dit d'ailleurs le conseil de coopérative. Eh bien, pour que le conseil d'élèves fonctionne et soit effectivement à la fois un vrai conseil et un vrai outil de progression pour chacun, vous vous souvenez, la définition de la coopération, on fait quelque chose ensemble, mais chacun progresse. Eh bien, pour que le conseil soit cela, il faut que dans ce conseil, le principe d'intelligibilité, le principe de décentration, le principe de déstabilisation et le principe de coordination soient mis en œuvre. Et cela nous renvoie à la fonction pédagogique maintenant de la coopération. La fonction pédagogique, c'est de rencontrer l'altérité d'abord. L'autre est mon semblable et diffère de moi à la fois. Ouais.
Voilà une évidence, mais une évidence que l'enfant, que l'élève doit s'approprier complètement. L'autre est singulier, il n'est pas pareil que moi, mais en même temps, il est mon semblable. Et nous avons ensemble à la fois des différences fondamentales. Hein, il n'a pas mon histoire, il n'a pas ma sensibilité, il n'a pas mes croyances. Et en même temps, nous avons à construire du commun. Et ça, c'est pédagogiquement fondateur. C'est d'ailleurs un des éléments fondateurs du projet de l'école elle-même. Hein, qu'est-ce qu'une école? Une école est un lieu où des êtres singuliers, qui ont des histoires différentes, vont venir partager les mêmes savoirs. Alors vous entendez bien, des êtres singuliers qui ont des histoires différentes vont venir partager les mêmes savoirs. Ce qui veut dire que l'autre diffère de moi, je suis un être singulier lui aussi, mais que nous pouvons partager les mêmes savoirs parce que nous sommes semblables. Voilà un des premiers enjeux pédagogiques de la coopération. Deuxième enjeu pédagogique, c'est l'intériorisation de l'exigence. Vous savez, cette question de l'intériorisation de l'exigence est fondatrice de notre métier d'enseignant. Si les élèves ne sont exigeants que parce qu'on est derrière leur dos, eh ben, on échoue. Hein. Si dès que nous disparaissons, les élèves font n'importe quoi, ne sont plus exigeants avec eux-mêmes et avec ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, eh bien, c'est que nous n'avons pas tenu correctement notre rôle. Notre rôle, c'est que l'élève soit exigeant avec lui-même et ne soit plus quelqu'un qui bâcle, qui fait n'importe quoi, mais quelqu'un qui va s'efforcer de progresser et de se dépasser. Eh bien, ce que nous montrent les travaux de recherche, c'est que pour intérioriser l'exigence, il faut que j'intériorise l'interlocution de l'autre. C'est les questionnements de l'autre. C'est la manière dont l'autre m'interpelle qui fait que je deviens exigeant avec moi-même parce que les questions que l'autre me pose, je vais me les poser à moi-même progressivement. Et troisième élément de cette fonction pédagogique de la coopération, c'est la découverte de la solidarité. Découvrir que l'autre n'est ni mon adversaire ni mon concurrent, mais qu'il peut être mon allié pour progresser. C'est une découverte sans cesse à refaire, parce que nous vivons dans une société où, hélas, la solidarité n'est pas toujours à l'ordre du jour, où la concurrence, parfois l'acharnement concurrentiel sont dominants. Découvrir que l'autre peut être mon allié, il ne l'est pas toujours, mais il peut l'être. Hein. Il n'est pas forcément mon adversaire ni mon concurrent et qu'il peut m'aider à progresser, c'est évidemment un élément fondamental. Donc, vous voyez la fonction pédagogique et contrairement à ce qui se passait dans le domaine de la psychologie cognitive, la pédagogie, elle, porte sur des valeurs. Hein. En psychologie cognitive, on la porte sur des principes de développement. Hein. L'intelligibilité, la décentration sont des principes de développement du fonctionnement mental. En pédagogie, on passe des principes de développement aux valeurs. La pédagogie se distingue à cet égard de la psychologie. La pédagogie, c'est la réflexion sur la manière d'incarner les valeurs que nous portons. Eh bien, en pédagogie, la coopération, c'est ce qui permet de rencontrer l'altérité, d'intérioriser l'exigence et de découvrir la solidarité. Et avec la solidarité, bien sûr, nous en arrivons à la fonction suivante, qui est une fonction sociale. Une fonction sociale importante. Qu'est-ce que c'est cette fonction sociale? C'est celle qui nous fait résister à l'hégémonie des rapports de force. Dans la coopération, ce n'est pas les rapports de force qui comptent, c'est la capacité d'empathie avec l'autre, qui nous fait résister à l'infantile, à l'emprise du pulsionnel, pour passer du réflexe à la réflexivité. Alors ça, c'est très important. Vous savez que depuis toujours, depuis que l'humain existe, grandir, c'est surseoir à la pulsion. L'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il est logé, nourri, blanchi en permanence et il n'a aucune pulsion qui ne soit immédiatement satisfaite. Naître, c'est rentrer dans l'inachèvement, dans la frustration. L'enfant qui naît, eh bien, il voudrait manger, boire, et puis tout n'est pas prêt à l'instant où il le souhaite. Il voudrait avoir chaud et puis s'accoucher mouillé. Il n'y a personne pour la changer. Il voudrait que ses parents le prennent dans ses bras et puis maman fait de l'ordinateur, papa repasse, ils sont occupés à des tas de tâches et ils ne sont pas toujours à ma disposition. Il va donc falloir à l'enfant qu'il accepte, il va falloir que l'enfant accepte que ses pulsions primaires, les pulsions de son corps primaire ne peuvent pas être réalisées instantanément,
que le caprice n'est pas le mode de fonctionnement fondamental et qu'il va falloir qu'il se mette à accepter d'attendre. Et cette attente, il va falloir qu'il la vive comme quelque chose de positif. Et tout cela nous est confirmé aujourd'hui par un certain nombre de travaux de mes collègues neuroscientifiques. Je pense en particulier à Olivier Houdet et à tout son travail qu'il a théorisé dans ses ouvrages, en particulier l'ouvrage sur Résister, quand il nous montre que à partir de l'analyse même du fonctionnement cérébral, ce qui est important dans la croissance d'un sujet, c'est qu'il passe du réflexe, tout de suite, je réagis immédiatement à la réflexivité, c'est-à-dire je sursois, je m'interroge et je me demande si. Le pulsionnel, c'est l'immédiat, c'est le tout de suite. Pulsionnellement, nous savons tout, nous voulons tout, nous exigeons tout. Si nous sommes simplement des êtres pulsionnels, nous n'accédons pas à l'intelligence, à la pensée, à la réflexion. Pour que l'enfant accède à la réflexivité, il faut qu'il sursoit à la pulsion. Il faut que son cortex frontal, qui est la partie la plus récente, qui est apparue dans l'histoire de l'Homo sapiens sapiens, inhibe, comme le dit Olivier Houdet, la réaction immédiate et permet de réfléchir, c'est-à-dire de se demander si on a raison ou non, plutôt que d'imposer en quelque sorte ce qui nous vient spontanément à l'esprit. Passer du réflexe à la réflexivité par le dialogue au sein d'un collectif, c'est effectivement très important. Et puis, bien sûr, dans les fonctions sociales de la coopération, il y a le fait de résister à l'individualisme social et de découvrir la possibilité de construire du commun. L'individualisme social, c'est quoi? C'est le fait que chacun d'entre nous, et pas depuis très longtemps, depuis la moitié du XXe siècle, exige, revendique de pouvoir faire ses choix, de pouvoir chercher son intérêt personnel particulier. Sauf que la somme des intérêts particuliers ne fait pas le bien commun et que nous devons apprendre progressivement que nous ne sommes pas des îlots, aucun individu n'est une île. Les individus sont reliés, nous sommes des archipels, et entre ces archipels, il nous faut construire du commun. Se construire du commun nous permet de faire société. Voilà la fonction sociale de la coopération. Et vous voyez que cette fonction sociale nous ouvre sur la fonction politique de la coopération. Fonction politique, passer de la fascination pour la normalisation à la construction de la normativité. Alors, ce sont des termes qui ne vous sont peut-être pas familiers. La normalisation, c'est je ne veux voir qu'une tête, tout le monde est pareil. La normativité, c'est nous allons construire ensemble les principes qui nous permettent de fonctionner ensemble. Voilà. J'ai une psychologue, mais aussi philosophe et biologiste, Georges Canguilhem, épistémologue célèbre, dit que la normalisation, c'est le cancer. Le cancer, c'est toutes les cellules sont les mêmes. Et le cancer, à terme, c'est la mort. Alors que la normativité, c'est la possibilité pour des cellules de vivre ensemble et de communiquer. Et il nous faut intérioriser nous-mêmes cette distinction. L'école n'est pas le lieu de la normalisation, c'est pas le lieu du tous pareil, c'est le lieu de la normativité. C'est le lieu où nous construisons des règles, mais ce ne sont pas des règles du je ne veux voir qu'une tête, ce sont des règles du mettons en place des dispositifs qui nous permettent de vivre ensemble. Autre élément fondamental au plan politique, c'est la distinction du pouvoir et de l'autorité. Si j'avais le temps, j'insisterai beaucoup sur cette question parce qu'elle est tout à fait fondamentale. Le pouvoir, c'est la force. L'autorité, c'est la responsabilité. Le pouvoir, c'est je suis plus violent, je suis capable de m'imposer et donc je vais faire plier les autres. L'autorité, c'est je suis responsable de quelque chose et au nom de ma responsabilité, j'ai une autorité. Je cite parfois, pour illustrer cette distinction, une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, 3-4 ans. J'arrive dans une école maternelle, moyenne section de maternelle, et je vois une petite fille qui court vers moi et qui me dit « Monsieur, je suis super contente parce que à partir d'aujourd'hui, je peux gronder les grands. » Alors je lui dis « Mais comment ça se fait que tu puisses gronder les grands ?» Elle me dit oui, parce que depuis aujourd'hui, c'est moi la responsable du bocal à poisson. Donc, si les grands mettent des saletés dans le bocal à poisson rouge, je peux les gronder. Alors, cette petite fille a tout compris. Le grand, il a le pouvoir,
elle est là l'autorité. Le pouvoir, dans une démocratie, doit être un lieu vide, comme dit le philosophe Lefort. L'autorité, en revanche, elle est légitime parce qu'elle est corollaire d'une responsabilité. Découvrir que la véritable autorité corollaire d'une responsabilité est quelque chose d'essentiel. Voilà un point absolument fondamental. Et je ne veux pas développer trop cela, le temps me manque, mais il y a là quelque chose qui touche aussi les problèmes du genre. Hein. On voit aujourd'hui que parmi les stéréotypes de genre, il y a cette idée que globalement, le garçon, le mâle, c'est celui qui incarne le pouvoir, que la petite fille, la femme, bon, c'est plutôt le soin. Voilà. Et c'est particulièrement pervers, ces stéréotypes-là. C'est particulièrement pervers et ça fait le lit du machisme le plus terrible et de toutes les dérives autoritaristes. En réalité, l'autoritarisme, ça n'est rien d'autre que la confusion du pouvoir et de l'autorité, le fait qu'on n'exerce plus l'autorité, mais qu'on exerce le pouvoir au nom de la violence et de la force. Ce qui caractérise la classe, c'est que ce n'est pas celui qui crie le plus fort, ce n'est pas celui qui tape le plus sur l'autre qui a raison, c'est celui qui démontre le mieux, c'est celui qui est le plus rigoureux, c'est celui qui est le plus rationnel. Et apprendre à nos élèves très tôt à distinguer le pouvoir et l'autorité. Non, tu n'as pas le pouvoir. C'est pas parce que tu cries le plus fort, c'est pas parce que tu es un garçon, c'est pas parce que tu as je ne sais trop quelle distinction parmi les autres que tu vas être en mesure de t'imposer aux autres. Non, c'est ton autorité. Et ton autorité, elle est fondée sur quoi? Sur ta responsabilité, sur ta compétence, sur ta participation au collectif. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Nous y reviendrons en particulier dans le cadre de la pédagogie de projet. Et puis, bien évidemment, la fonction politique de la coopération, c'est de lutter contre toutes les formes d'emprise et de domination. Et il nous faudra bien avoir cela en tête et l'avoir d'une façon extrêmement précise parce que nous allons le voir, l'emprise et la domination peuvent réapparaître à chaque instant dans un collectif et dans une classe, sous des formes extrêmement variées, extrêmement diverses et parfois extrêmement sournois. Alors voilà, je reviens en arrière pour que vous ayez toutes et tous une vision d'ensemble des raisons pour lesquelles il nous faut travailler sur la coopération à l'école. Fonction symbolique, fonction de psychologie cognitive, vous avez vu comment fonctionne notre intelligence, fonction pédagogique autour des valeurs fondamentales, fonction sociale de résistance à un certain nombre de dérives, et fonction politique qui est en réalité une fonction de formation à une société démocratique. Parce que vous autres enseignants, nous autres enseignantes et enseignants, nous sommes les chevilles de la démocratie. Et à ce titre, nous avons une fonction politique, pas une fonction politicienne, mais politique au sens fort, c'est-à-dire que c'est grâce à notre travail que nos élèves pourront distinguer le pouvoir de l'autorité légitime, lutter contre toutes les formes d'emprise et de domination et construire une société authentiquement démocratique. Coopérer pourquoi? Fonction symbolique, fonction de psychologie cognitive, se faire comprendre, se mettre à la place, douter de soi, intégrer les points de vue d'autrui. Fonction pédagogique, les valeurs, l'altérité, l'exigence, la solidarité. Fonction sociale, par rapport à la réalité sociale, accéder à l'empathie, passer du réflexe à la réflexivité, découvrir la possibilité de construire du commun. Et dans le prolongement, fonction politique, normativité plutôt que normalisation, autorité plutôt que pouvoir, lutte contre toutes les formes d'emprise et de domination, quelles qu'elles soient, en particulier liées aux antécédents culturels, mais aussi liées à toute une série de stéréotypes sociaux qui circulent. Voilà pour la première série de remarques que je voulais vous proposer, série de remarques qui ont pour objectif de légitimer notre investissement sur cette question de la coopération. Et nous passons à la deuxième série de remarques. Coopérer comment? Coopérer comment? Alors d'abord, éviter des pièges. Éviter des pièges que vous avez dû voir ou entrevoir dans le travail expérimental que vous avez fait tout à l'heure. Le premier piège, c'est celui de la division du travail. Moi, ça a été une des premières découvertes dans
itinéraire personnel. J'ai été jeune professeur, jeune instituteur, très adepte des pédagogies de groupe, des pédagogies collectives. Travail de groupe, mes élèves rédigeaient des petites nouvelles, mes élèves montaient des pièces de théâtre, nous faisions des films. Et j'ai pu tomber dans le piège de la division du travail. Je me souviens, quand j'avais des classes de CM1, CM2, on montait des pièces de théâtre qu'on proposait aux autres classes et aux familles de venir voir. Et probablement que, en faisant cela, eh bien, à certains moments, j'ai entériné les inégalités. Comment? Parce que j'ai pas donné le premier rôle au bègue. Hein. Je l'ai donné à celui qui s'exprimait déjà bien. Et puis ceux qui savaient pas s'exprimer, ils peignaient des décors ou ils branchaient les prises de courant. Et ça, c'est un défaut et c'est un danger qui nous guette. Quand j'ai rédigé ma thèse d'État, observé énormément de groupes d'élèves au travail, mais aussi des groupes d'adultes au travail. Et qu'est-ce que j'ai pu observer? J'ai pu observer que très vite, dans un groupe, si nous ne sommes pas là, si nous ne régulons pas le travail du groupe, il va se diviser en concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Alors, je dis à 5 ou 6 élèves, vous allez faire un panneau sur un pays d'Afrique, sur le livre que vous avez lu, sur un insecte, que sais-je encore. Alors, il y en a un qui conçoit, il dit, voilà, là on met ceci, là on met cela. Il y a les exécutants et les exécutantes qui disent, voilà, moi je vais rédiger ça. Chacun exécute ce qu'il sait déjà faire. Celui qui sait écrire, écrit. Celui qui sait corriger l'orthographe, la corrige. Celui qui a des images chez lui apporte les images. Et puis il y a les chômeurs, ceux qui ne savent pas écrire, ceux qui n'ont pas d'image chez eux, ceux qui ne savent pas dessiner, ceux qui ne savent pas organiser. Et ceux-là, ils font rien. Ils font rien parce que s'ils faisaient quelque chose, le résultat serait raté. Et on leur dit, mais écoute, il vaut mieux que tu fasses rien, parce que on a envie que ce soit réussi, et pour que ce soit réussi, il faut que ce soit les plus compétents qui s'investissent. Et donc, on va les marginaliser. On va marginaliser ceux qui n'ont pas réellement de choses à apporter au groupe, et ça va devenir des chômeurs. Et puis, il y a les gêneurs. Alors moi, j'ai observé vite cela, y compris chez des collègues. J'ai observé une organisation syndicale, par exemple, de professeurs et la manière dont travaillent les groupes. Eh bien, vous demandez à un groupe de 7-8 personnes ou même de moins de rédiger un texte, de réfléchir sur une question. Vous voyez tout de suite, concepteur, il y en a un qui conçoit, exécutant, je dis un parce que c'est souvent un homme, exécutant, je pourrais dire c'est souvent des femmes, mais c'est pas toujours, parce qu'il y a évidemment de belles exceptions, et on voit bien celui qui dirige, ceux qui exécutent, ceux qui font rien et ceux qui gênent qu'on essaye de neutraliser et qu'on essaye de refiler au groupe d'à côté. Ce piège de la division du travail est un piège permanent en matière de coopération. Il faut être toujours très vigilant là-dessus et j'y reviendrai et nous allons nous demander comment faire. Et puis il y a un deuxième piège qui est le piège de ce que j'appelle le groupe fusionnel. C'est le moment où, au fond, plutôt que de diviser le travail ou de se mettre collectivement dans une activité où chacun peut progresser, c'est un piège dans lequel on va s'amuser ensemble. Voilà. On va prendre du plaisir, on va rigoler. C'est le groupe chahuteur, c'est le groupe qui va finalement se réconcilier sur la base de la plus grande pulsion commune et qui va négliger à la fois sa tâche et ses objectifs individuels. J'ai observé d'ailleurs dans mes travaux qu'on a souvent une alternance. La division du travail organise le groupe en concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Et après, ces gens-là se réconcilient en rigolant ensemble, ce qui permet de réintégrer en quelque sorte dans le collectif ceux qui en ont été exclus pendant la période de fabrication. Si j'insiste et si je commence là-dessus, c'est parce que ces pièges sont absolument essentiels à avoir en tête pour que nous puissions réguler la coopération et pour que nous soyons en mesure d'échapper à la naïveté qui consisterait à penser que dès qu'on met des élèves ensemble, ils coopèrent. Ben non, dès qu'on met des élèves ensemble, ils coopèrent. Pas forcément. Dès qu'on met des élèves ensemble, le plus souvent, ils se divisent le travail ou ils fabriquent un groupe fusionnel, mais pas nécessairement de la coopération. Alors coopérer, comment ? Eh bien, nous retrouvons là notre définition du début. Coopérer comment? En créant des situations pédagogiques où la réussite de chacun et chacune
contribue à celle de tous, on est d'accord, et où la réussite de tous et toutes contribue à celle de chacun. Alors comment? Eh bien, il faut pour cela se méfier à la fois de deux choses. Il faut se méfier de l'utilisation de chacun dans ses compétences préexistantes ou dans son rôle naturel. Hein? Celui qui sait dessiner, dessine. Celle qui sait l'orthographe corrige les fautes d'orthographe. Et puis on s'en tient là. Mais il faut se méfier aussi de l'identification de chacune et de chacun à partir de ses manques et de ses déficits. Hein? Toi, tu n'es que quelqu'un qui est faible en orthographe. Voilà. Et cela nous amène à cette idée fondamentale pour construire une culture de la coopération qui est de reconnaître chacun et chacune à la fois comme une ressource et dans ses besoins. Chacune et chacun est une ressource, chacune et chacun a un besoin. Myriam, elle est capable d'expliquer correctement l'accord du participe passé, mais en revanche, elle est extrêmement timide, elle ne sait pas prendre la parole en public. Elle a une ressource, mais elle a des besoins. Jonathan, il est parfaitement capable de parler de rap devant le groupe pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais alors là, dès qu'il faut faire une soustraction, il bloque, il en est totalement incapable. Il est à la fois une ressource et quelqu'un qui a des besoins. Et si on se contente de prendre les gens comme des ressources ou comme des besoins, alors on fait fausse route et on ne peut pas mettre en place de la coopération. Pour construire une culture de la coopération, il faut croiser sans cesse les regroupements en fonction des besoins et des ressources. En fonction des besoins et des ressources. Alors vous allez voir, je vais préciser cela, c'est à peu près le même tableau, mais regardez, on va avancer un petit peu. Formule de Louis Blanc. Vous savez qui est Louis Blanc? Si vous ne savez pas, vous irez chercher. Il y a souvent des places ou des boulevards Louis Blanc en France. De chacun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins. Avec une attention constante à ce que chacun peut apporter au collectif, avec le danger à ce moment-là d'entériner ou d'accroître les inégalités, avec des formes ouvertes ou insidieuses de domination. Hein, c'est le groupe Division du travail dont j'ai parlé. Et puis, attention constante à ce que le collectif peut apporter à chacun. Avec à ce moment-là un danger qui est d'enfermer les personnes dans leurs difficultés ou leurs déficits. Et donc, ce que je suggère, c'est qu'une culture de la coopération, c'est une culture commune qui s'installe dans la classe, où chacun va être reconnu comme pouvant apporter quelque chose, mais comme étant aussi quelqu'un qui a besoin des autres. Chacun doit être reconnu comme pouvant apporter quelque chose, mais comme ayant besoin des autres. Et l'enseignant est le garant que ça va marcher, que ça va fonctionner, que nous sommes un collectif dans lequel chacun apporte quelque chose, mais dans lequel chacun a aussi besoin qu'on lui apporte des choses et que les autres lui apportent des choses. Alors, avançons et demandons-nous quelles sont les différentes formes possibles de coopération. Je vais en identifier, il y en aurait plus sans aucun doute, mais on n'a pas le temps de multiplier les choses. Je vais en identifier 5. L'entraide, le puzzle, la rotation, le débat, le projet. L'entraide d'abord. L'entraide, c'est le premier stade de la coopération, absolument essentiel, fondamental. L'entraide, c'est quand celui qui a compris explique à celui qui n'a pas compris. Là-dessus, tous les chercheurs en éducation sont d'accord. L'entraide est un élément fondamental de progression des élèves, aussi bien pour celui qui est aidé que pour celui qui aide. Parce que dans l'entraide, celui qui est aidé par le fait qu'il ne comprend pas, eh bien, il aide celui qui explique à approfondir ce qu'il sait. Et ça, c'est très important. Et tous les chercheurs, et là, moi je suis en désaccord avec un certain nombre de chercheurs, en particulier au niveau des neurosciences, mais je suis en plein accord avec eux sur ce point-là. Tous les travaux dont nous disposons montrent l'efficacité de l'entraide entre élèves. Alors il faut l'organiser, il faut la contrôler, il faut rester présent. Il faut être exigeant pour que ça se passe bien, mais il faut prévoir des temps d'entraide. Il faut prévoir impérativement des temps d'entraide. L'entraide est un niveau de coopération où chacun profite à tous et où le tous profite à chacun. Voilà, ça c'est un élément fondamental, absolument essentiel. L'entraide a existé dans l'histoire du système éducatif français, en particulier dans ce qu'on a appelé l'école mutuelle. L'école mutuelle qui existait dans les années 1800, mais qui a été plus ou moins mise au banc à partir de 1830 par Guizot, quand Guizot a imposé ce qu'on appelle le modèle simultané.
c'est-à-dire le modèle où les élèves ne se parlent pas entre eux, et le modèle où les élèves sont en principe du même niveau et font la même chose en même temps. Et l'école a, à partir de ce moment-là, peiné à mettre en place des situations d'entraide qui pourtant étaient extrêmement systématisées avant, en particulier dans le modèle mutuel. Et je crois que on a tout intérêt à commencer à construire la culture de la coopération en mettant en place systématiquement des situations d'entraide. Alors, il y a des formes plus ritualisées de situations d'entraide. Freinet, mais aussi la pédagogie institutionnelle, propose le système des brevets. Il y a quelqu'un qui a le brevet d'orthographe, eh bien, ça veut dire qu'il est à même d'expliquer, il constitue une ressource en quelque sorte pour les autres. Et je vais souvent dans des classes où je vois affiché dans la classe un tableau qui est remis à jour chaque semaine, sur lequel il y a je peux aider sur et j'ai besoin d'être aidé sur. Et les élèves remplissent. Bien, rien que ça, c'est extrêmement important pour commencer à construire une culture de la coopération. À l'entrée dans la classe, alors pas le lundi matin, les élèves le lundi matin, ils sont un peu hagards, mais le lundi après-midi ou le lundi soir ou le mardi matin, qu'ils remplissent un tableau. John, il peut aider sur et il a besoin d'être aidé sur. Et demander à chaque élève toutes les semaines de se poser ces deux questions. Je peux aider sur et j'ai besoin d'être aidé sur. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça fait réfléchir l'élève. Ça crée de la métacognition, ça crée de la réflexivité, ça crée de l'intelligence. Et ça, c'est absolument fondamental. Une fois par semaine, je peux aider sur, j'ai besoin d'être aidé sur. Alors, on peut assouplir, tout ça est évidemment extrêmement, ce sont des perspectives extrêmement générales, mais quand même, c'est des choses extrêmement importantes. C'est la première forme de coopération, il ne faut surtout pas la négliger. Deuxième forme de coopération, c'est la coopération puzzle. Alors, cette coopération puzzle, elle a été très largement expérimentée et puis analysée, évaluée par un de mes collègues, Elliot Aronson, aux États-Unis, quand il a mis en place la classe puzzle. Alors, peut-être un peu une explication historique. Aux États-Unis, dans les années 70, 1970, donc aucune d'entre vous n'était né à ce moment-là, dans les années 1970, on a aboli la ségrégation scolaire, on trouve dans les mêmes classes des gens ayant des origines ethniques différentes et ça marche pas. Ça marche pas parce que les différentes origines sont plutôt agressives les unes envers les autres et ne parviennent pas à se parler, à coopérer. Ça fait plutôt monter la violence. Et on fait appel à un groupe de psychologues sociaux piloté par Elliot Aronson qui va se demander comment faire pour que dans les classes, alors ils vont commencer à la maternelle, mais ils vont aller jusqu'à l'université, pour que ces gens apprennent à coopérer et qu'ils le fassent de manière efficace. Alors voilà comment fonctionne la classe puzzle. À l'origine, donc, permettre à des enfants ou à des adolescents hostiles entre eux de collaborer et de progresser, 1971 à Austin. Elliot Aronson. Le principe, il s'agit de rendre la coopération nécessaire en s'assurant que l'apport de chacun est indispensable au travail de tous. C'est-à-dire que s'il y en a un qui ne fait pas le boulot, eh ben, l'ensemble ne peut pas réussir. C'est pour éviter les chômeurs et les gêneurs, en quelque sorte, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pour éviter que s'installent des rapports de domination. Alors, l'idée, le déroulement, Aronson dit, vous divisez votre leçon en 5 segments. Alors, entendez par leçon n'importe quoi, un poème qui a 5 strophes, n'importe quoi. Ou bien 5 exemples, par exemple la reproduction, 5 exemples, ou bien 5 opérations, tout ce que vous voulez. Vous assignez à chaque élève un des 5 segments. Alors ça donne ça, vous voyez la classe, chaque élève a un segment qui est rouge, marron, jaune, bleu ou violet. Et vous demandez à chaque élève de réfléchir et de travailler sur son propre segment. Ensuite, vous constituez ce que Aronson appelle des groupes d'experts temporaires de 5 élèves ayant étudié le même segment. Ces groupes d'experts temporaires, ils vont permettre à chaque élève de solidifier sa compréhension de ce qu'il a travaillé. Après ça, vous constituez des groupes puzzle
et vous demandez à chaque élève de présenter le segment qu'il a étudié. Le groupe puzzle, c'est le groupe où se retrouvent chacun des groupes des experts temporaires. C'est-à-dire qu'il ne peut réellement fonctionner que si chacun participe en apportant ce qu'il est le seul à pouvoir apporter au groupe. Voilà. Et Hanson explique, demander au groupe puzzle de présenter la synthèse, évaluer ensuite la maîtrise individuelle de la synthèse. Pas la maîtrise collective, mais la maîtrise individuelle, puisque chacun doit avoir progressé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette technique, ce dispositif des classes puzzle, nous avons aujourd'hui 50 ans de recul. Et nous avons aujourd'hui des évaluations extrêmement complexes qui montrent que c'est un dispositif qui fonctionne très bien, et il fonctionne très bien à la fois sur le plan social et sur le plan cognitif. C'est-à-dire que c'est un dispositif dans lequel les élèves progressent en construisant des concepts et progressent en découvrant qu'ils sont nécessaires les uns aux autres. Et ça, c'est très important. Autrement dit, ça ne sépare pas ce qu'on pourrait appeler les valeurs qu'on est censé enseigner à un EMC des savoirs qu'on enseignerait dans les disciplines. Les valeurs et les savoirs fonctionnent en même temps. Moi, j'ai beaucoup utilisé ce dispositif, aussi bien dans mes classes primaires, secondaires qu'à l'université. J'ai toujours avec moi un paquet de cartes de couleurs différentes ou avec des numéros ou des lettres que je distribue de manière aléatoire aux élèves. Tous ceux qui ont la carte rouge, eh bien, je leur demande d'étudier tel bout de texte. Tous ceux qui ont la carte jaune, un autre. Et puis, allez hop, on fait des groupes d'experts temporaires. Et puis, allez hop, on fait des groupes puzzle d'apprentissage. Alors, il ne s'agit pas d'en faire une méthode universelle. Il n'y a pas de méthode universelle. Il s'agit d'utiliser cela parce que c'est une méthode, alors attendez, voilà, parce que c'est une méthode extrêmement importante pour pouvoir, attendez, j'ai un problème de diaporama, c'est une méthode extrêmement importante pour pouvoir se mettre en position de réellement coopérer pour s'assurer que chacun a vraiment sa place et d'une certaine manière que chacun est obligé de mettre en commun avec les autres ce qu'il a travaillé pour pouvoir coopérer et s'impliquer dans une activité collective. Encore une fois, c'est pas la recette miracle, mais ayez cette idée en tête parce que elle est validée d'une part, mais pas seulement parce que son principe peut nous aider à améliorer nos dispositifs de coopération. Alors, j'ai un tout petit problème d'écran. Je vais essayer de le résoudre. Voilà, je l'ai résolu. Et je reviens à mon tableau général. Coopération entraide, coopération puzzle. Troisième forme de coopération, coopération rotation. Alors ça, c'est un pédagogue important dans l'éducation nouvelle, s'appelle Anton Makarenko, qu'il a mis en place quand il a installé, alors Makarenko, c'est un monsieur qui est un éducateur d'enfants difficiles qui récupère après la révolution bolchevique les gamins qui traînent au bord des routes. Et il crée ce qu'on appelle une colonie, c'est-à-dire un lieu où tous ces gamins vont se retrouver ensemble, la colonie Gorky. Et là, il va les faire travailler en commun. Et puis, il a l'idée de les faire coopérer. Puis, il s'aperçoit que la coopération, ça ne marche pas, parce que c'est toujours les mêmes qui sont les chefs. Et alors, il installe un système qu'il installe dans toutes les classes, dans un premier temps. Alors, ce système s'appelle le président d'un jour. Un de nos collègues de la pédagogie freinée, Jean Le Gall, l'a systématisé et l'a évalué d'une manière extrêmement intéressante. Le président d'un jour, tel que Jean Le Gall le propose, et c'est assez exigeant, mais c'est très intéressant, il propose que chaque jour, un élève différent et à tour de rôle, tout le monde y passe, soit président de la séance que représente la classe. C'est lui qui fait entrer, c'est lui qui donne la parole, c'est lui qui, avec le maître et sur l'emploi du temps qui a été défini, organise la succession des différents moments, des différentes séquences. Alors, ne prenons pas encore une fois ça au pied de la lettre. Ce qui est intéressant dans la rotation, c'est que derrière ça, il y a l'idée que chacun va expérimenter à son tour le rôle de président. Mais ce qui est vrai pour président, ça peut être vrai pour secrétaire, ça peut être vrai pour tout. Et donc, l'idée que développe Makarenko, c'est que pour qu'il y ait véritable coopération, il faut s'astreindre à une véritable rotation des tâches régulière
pour qu'on ne s'enquiste pas dans des spécialités préexistantes. Coopération entraide, coopération puzzle, coopération rotation, coopération débat. Alors le débat, c'est très important. Et j'évoquais tout à l'heure la formation à la démocratie. La démocratie, c'est pas simplement le vote, parce que on vote pour Miss France, c'est pas de la démocratie. On vote pour le pape, c'est pas forcément de la démocratie. La démocratie, il y a du vote, mais il y a aussi un débat et un débat exigeant et serein. Un débat où on lutte contre les fake news et les théories du complot, où on s'efforce de faire la vérité, etc. Et là, on voit bien que la fonction de la coopération, c'est d'organiser de vrais débats et de permettre de vrais débats. Un vrai débat, c'est un débat dont le sujet a été annoncé un peu de temps à l'avance pour que chacun ait pu y réfléchir. Un vrai débat, c'est un débat où on s'astreint à ce que, quand on contredit quelqu'un, on reformule d'abord son argument pour vérifier si on l'a bien compris. Un vrai débat est un débat où régulièrement on s'arrête pour dire qu'est-ce qui est de l'ordre des faits, qu'est-ce qui est de l'ordre des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas discutable et qu'est-ce qui est discutable. Un vrai débat est un échange dans lequel, à certains moments, on se dit qu'est-ce qui est stabilisé, sur quoi tout le monde est d'accord, et qu'est-ce qui est l'objet de désaccord. Ce débat-là, ça s'apprend, c'est compliqué. Ça peut s'apprendre dans le cadre des conseils, ça peut s'apprendre dans le cadre de plus petits groupes, ça peut s'apprendre dans le cadre d'ateliers philo, par exemple, qui se développent de plus en plus dans l'enseignement primaire, quand on demande à des enfants de réfléchir sur telle ou telle question. Et la coopération débat est effectivement tout à fait centrale parce qu'elle permet de s'élever au-dessus des points de vue individuels pour construire un point de vue collectif. Et puis, mais ce n'est pas exhaustif tout ce que je vous dis là, et vous verrez cet après-midi qu'il y a plein d'autres choses. La cinquième forme que je vous propose d'explorer de coopération, c'est la coopération projet. Alors, la pédagogie de projet, on va construire une maquette. Allez, on va faire la maquette d'une ville romaine, et pour ça, on va aller chercher du Balzac d'un côté, mais des textes d'un autre côté de Cicéron ou César, et puis d'un autre côté, on va chercher sur Internet, d'un autre côté, on va apprendre à couper et puis à faire des étiquettes, etc. Ou bien on part en classe verte, on fait un projet, ou bien on monte une pièce de théâtre, on fait un projet. Vous connaissez tout cela. La coopération projet, c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a l'emprise de la finalité qui est on va réussir la pièce de théâtre, elle sera réussie si les parents qui viennent ils sont contents. Mais pour comprendre ce que c'est que la coopération projet, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir. Alors, je définis la coopération projet comme un engagement global qui met en jeu l'ensemble des dispositifs coopératifs au service d'un projet. Ce projet les unifie et les finalise. Et donc, pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait les 4 formes que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut que dans le projet, au sein du projet, on mette en place et on soit attentifs, nous autres, enseignants, enseignantes, à ce qu'il y ait des temps d'entraide, des temps de rotation des tâches, des temps de débat, des temps de puzzle. Et c'est la rotation de tout ça, c'est l'articulation de tout ça qui va faire que le projet va prendre forme. Alors, c'est un peu compliqué, je dois le dire, mais c'est très important. On va lancer un projet, allez, prenons n'importe quoi, une recherche, on va fabriquer un gigantesque herbier sur ce qu'on trouve dans la cour de l'école. Bon, autour de l'école, pardon. Pour le présenter, on fait un débat. Comment on s'y prend? Il y en a qui sont en difficulté. À certains moments, on met en place des groupes d'entraide. Il y en a un qui va aider un autre. Et puis, il y en a un qui est chargé de faire les dessins et un autre de faire les textes. Ah oui, mais pas toujours les mêmes font les dessins et pas toujours les textes, donc rotation. Et puis, il y en a un qui va chercher telle information et un autre qui va chercher telle autre, et donc puzzle. Et vous voyez, on va mettre ensemble les 4 formes que j'ai présentées jusqu'à présent et on va les mettre ensemble, mais à condition, et ça c'est très important, que l'enseignant puisse réguler tout ça. Ça ne peut pas se faire sans un enseignant lucide qui régule, qui regarde, qui organise. Et ça ne peut pas se faire sans des temps de ce que nous appelons la métacognition, c'est-à-dire sans des temps où on réfléchit sur ce qui se passe. Réfléchir sur ce qui se passe. Là aussi, tous les chercheurs sont d'accord. Il faut réfléchir ensemble sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a marché? C'est un peu ce que j'ai proposé ce matin d'expérimenter. Comment ça a marché avec un système d'observateurs et d'expérimentateurs
qui n'est pas nécessairement à refaire dans une classe, hein. Quoique on peut refaire dans une classe, même très tôt, ce que j'ai fait ce matin avec vous, hein. C'est assez facile et on peut le refaire assez régulièrement pour s'apprendre réciproquement à se respecter, à observer comment on fonctionne, etc. Mais ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut faire toujours. Mais avoir ce souci de réguler, c'est nous qui régulons. Quand ça bascule trop, quand ça va devenir un groupe où il y a de la division du travail, eh ben, tape, on fait de la rotation, on fait du débat. Quand le débat, ça devient un peu, ça patauge, eh ben, on met en place l'entraide. Quand l'entraide, on en a fini, peut-être qu'on donne à chacun une responsabilité. Il y en a, pour faire cette grande fresque sur les plantes, certains vont avoir un travail sur telle plante, d'autres sur telle autre, aller un dispositif puzzle. Vous voyez, le projet en soi, c'est pas une pédagogie, le projet. Le projet, c'est un engagement global qui met en jeu des dispositifs pédagogiques qui lui permettent de se réaliser sans basculer dans une division du travail qui serait contre-éducative. Alors, je vais m'arrêter là, conclure rapidement pour vous dire que, évidemment, je n'ai pas tout dit. J'ai esquissé une réflexion, quelques perspectives, des alertes importantes, mais vous allez bien sûr approfondir tout cela dans les ateliers de cet après-midi. Je conclurai en vous disant à quel point il me semble important de travailler sur cette notion de coopération. Travailler sur cette notion de coopération parce que nous sommes, nous autres, des enseignants, mais aussi des acteurs sociaux et politiques. Bien sûr, notre travail, c'est de faire que les élèves apprennent à lire, écrire et compter, ce qu'on appelle les fondamentaux, mais il faut relire les textes de Ferdinand Buisson, il faut relire le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire coordonné par Buisson dans les années 1880, et vous verrez à quel point ces fondamentaux, lire, écrire et compter, sont inséparables pour les fondateurs de l'école républicaine des principes qui nous permettent d'aller vers une société solidaire et démocratique. Ferdinand Buisson dit quelque part, et c'est tout à fait prémonitoire, si on imaginait une école où chacun seul pourrait apprendre à lire, écrire et compter mieux qu'ensemble, je préférerais encore qu'ils apprennent ensemble, mais moins bien, que seuls et mieux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose à nous. On voit se profiler des projets qui feraient que la bonne classe serait une classe où chaque élève serait devant son ordinateur avec un logiciel strictement adapté à ses besoins. Et là, il ne communiquerait plus jamais avec les autres, sauf à travers les réseaux sociaux. Je crois qu'il nous faut mesurer le danger de cette songerie technocratique et que la coopération est un véritable enjeu pour précisément que l'école ne rate pas sa mission. Sa mission, c'est que nos élèves sachent faire des choses, comprennent des choses, comprennent le monde, sachent s'exprimer dans le monde, mais pas dans n'importe quel monde. À cet égard, l'école républicaine, c'est un projet fondamentalement politique, c'est le projet de la construction d'une société solidaire et démocratique, qui lutte contre toutes les formes indues de domination et qui permet de préparer un futur qui a un avenir. Nous sommes dans une période compliquée, difficile, une période inquiétante à bien des égards. Le futur, il aura toujours lieu. Le futur, il est actuellement 11h17. Dans 15 minutes, il y aura un futur. On est sûr qu'il a lieu, le futur. L'avenir, lui, on ne sait pas ce qu'il sera. Et l'avenir, il sera ce que nos enfants, nos enfants, et les élèves que vous avez dans votre classe en feront. Et rien de ce que vous ferez dans votre classe n'est indifférent à la construction de cet avenir. Parce que, comme je le dis parfois, ça peut paraître un peu prêcheur, mais je le crois profondément, un seul geste, un seul mot, une seule situation d'apprentissage, une seule découverte pour un élève, ça peut changer sa vie, et un seul élève peut changer le monde. Alors, nous avons cette responsabilité, cette dignité éminente de notre métier, de faire découvrir à nos élèves au quotidien les valeurs fondatrices d'une société plus juste et plus solidaire, et cela avec et par la coopération,
Pour cela, je vous remercie d'avoir participé à cette journée, de participer à cette journée aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Nous allons prendre quelques